Salut, tu vas bien? Confie-toi confortablement parce que je vais dire bonjour à tout le monde, sachant qu'en plus on est bientôt 10 000 sur la chaîne. Sache que je suis vraiment content de te retrouver parce que j'ai passé une semaine particulièrement gonflante sur les marchés. On veut de la vol, on veut de la vol. En plus on peut même pas se défouler le week-end pour frapper un petit peu des balles. Comme dans tous les débriefs hebdo, nous allons commencer par la macro. On va pas passer par 4 chemins, on va tout de suite afficher les différentes statistiques macro qui ont été publiées cette semaine. Alors tu remarqueras que Trump a quand même beaucoup parlé. Et pour tous les chiffres qui sont en rouge, comme tu le sais maintenant, globalement la macro, c'est pourri. Tous les PMI sont ressortis sous les attentes ou nettement pire que prévu. C'est juste le degré de pourritude qui est différent. Donc oui, les PMI, c'est un sondage des différents directeurs d'achat sur leurs sentiments économiques actuels et à venir. Le pire étant en Allemagne, autour de 15, sachant que lorsqu'il est sous 50, c'est une contraction de l'activité. Et du coup, je me suis quand même posé la question, est-ce qu'il peut passer négatif? Alors techniquement non, mais vu que tu sais maintenant, tout ce qui est négatif, c'est à peu près dans le courant, dans le quotidien, on a des obligations à taux négatifs, on a des barils de pétrole négatifs, donc effectivement, on peut peut-être s'attendre à tout. Et d'ailleurs, a priori, la Fed a même annoncé qu'elle pourrait mettre des taux directeurs négatifs. Là, on passe à un autre niveau, level 3. D'ailleurs, les taux négatifs existent déjà, ça concerne notamment les taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne. Les banques qui déposent auprès de la Banque Centrale Européenne doivent payer. Donc j'en étais où déjà? Ah oui, les chiffres dégueux. Le chômage aux États-Unis, comme chaque semaine, toujours aussi catastrophique. 26 millions de demandes d'allocation chômage en 5 semaines. Le climat des affaires en Allemagne, etc., etc. Bref, on enchaîne. Attends, vas-y, remets-moi juste l'image là. Attends, mais il n'y a pas du vert là? Attends. Vas-y, clique dessus, mets-moi le graphique là de ce truc en vert. Ah non, c'est des chiffres aux États-Unis, ils sont juste légèrement moins horribles que ce qui était attendu. Allez hop, ça dégage, ça c'est fait. Donc oui, pour enchaîner un petit peu sur les mauvaises nouvelles, Gilead, tu te rappelles, la semaine dernière où les marchés avaient particulièrement apprécié la mise en essai de son fameux Remdesivir. Jeudi 22h la semaine passée, les marchés se sont empressés de presser le truc et de commencer à bourrer. Et finalement, les premiers tests réalisés en Chine se sont avérés être un échec. Ça d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé déjà dans le précédent débrief, avant même la publication de ces fameux premiers tests, en disant que bon, en termes d'échantillonnage, etc., faut pas non plus s'emballer. Bref, les marchés ont débuté la semaine en commençant à effacer tout ce qu'ils avaient commencé à gagner en fin de semaine dernière. Ouais, c'est pas faux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand les mauvaises nouvelles s'accumulent, etc., etc. Quand ça va pas? Alors attention, les enfants ou les adultes d'ailleurs, à ne surtout pas reproduire chez soi. Ceci ne doit être réalisé que par des professionnels que l'on appelle des banquiers centraux ou le Congrès des États-Unis. Et en l'occurrence, cette semaine, une nouvelle injection a été votée de 500 milliards de dollars. Allez hop! On sort la planche à billets encore une fois. Je te mets un petit peu la ventilation là-dessus, on va pas faire tous les détails, mais ça continue, ça continue, ça continue. Tout va bien. Accessoirement, le bilan de la Fed depuis le 1er janvier a décollé de 75%. Et si tout va mal, en juin, on devrait dépasser les 10 000 milliards de dollars. Ou en tout cas, ne pas être très loin. 10 000 milliards, c'est le bilan de la Fed. Et ça, comment on va l'effacer? Je sais pas du tout. D'ailleurs, je suis pas sûr que quelqu'un le sache. Direction la microéconomie tout de suite avec Gilead, bien évidemment, suite à ses premiers échecs de ses essais. Moins 6% dans la foulée. Nous avons également Netflix qui a publié cette semaine avec des abonnés qui ont explosé. Enfin, dans le bon sens, Elle s'attendait sur le premier trimestre 2020 à avoir 7 millions d'abonnés supplémentaires. Et il y en a eu quasiment 16 millions de plus. On va pas faire un dessin de la raison du pourquoi du comment. Mais bon, faut quand même y aller avec modération. Nous avons eu également la publication d'Intel qui a suspendu purement et simplement ses objectifs 2020. Et là, généralement, quand tu suspends tes objectifs, tu es suspendu en plein vol comme ça. Et tu t'en doutes quelle a été la réaction du marché à ce moment-là? Alors non, en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Parce que oui, elle a perdu 6% de l'open, mais tu sais, la suspension comme ça en plein vol, tu ne tombes que selon le référentiel dans lequel tu es. Et le référentiel gravitationnel qui te tire vers le bas n'est pas le même sur le marché. Et oui, la gravité sur les marchés est plutôt tirée vers le haut. Donc finalement, elle a fini à plus 0,3% à la clôture. Comme quoi, pas de nouvelles, pas de publication, bonne nouvelle. Nous avons eu également une news de Boeing, tu te rappelles, qui avait annoncé relancer son activité à partir du 23 avril. Elle avait gagné direct dans la foulée 15%. Et finalement, elle a annoncé la réduction de moitié de son 787 Dreamliner. Et la réduction de ses effectifs. Bref, nous avons a priori sensiblement sur certaines actions une poursuite de cette remontée, essentiellement sur les valeurs de croissance. Et pas sur les valeurs de type value et small. Et des valeurs cycliques qui n'en profitent pas plus que ça. Tout simplement parce que pour le moment, il n'y a absolument aucune visibilité
visibilité et pas de reprise économique. Et d'ailleurs, pour le moment, sur le mois d'avril, les volumes sont quasiment 2 fois inférieurs de ce qu'on avait connu au mois de mars. Et on aura bien évidemment beaucoup moins de ce qu'on appelle des buybacks. C'est des rachats de l'entreprise de ses propres actions, ce qui permet finalement de faire remonter de manière assez conséquente le prix de ses actions et de remercier un petit peu au passage ses actionnaires. Et là, visiblement, aux États-Unis, il y a quand même bien évidemment après des critiques qui sont en train de se mettre en place pour dire si tu bénéficies une aide de l'État ou d'une aide de manière générale, bah mon gars, tu vas pas t'en servir pour racheter tes propres actions. C'est faut pas non plus déconner. Pour ne pas dire, faut pas se foutre de la gueule du monde. Sachant que bien évidemment, le fait de racheter tes propres actions, bah ça fait diminuer ta trésorerie. Et donc tu t'en sers pas pour le développement de ton entreprise, etc. Et la semaine prochaine, nous allons avoir une palanquée de publications d'entreprises à droite et à gauche. En veux-tu, en voilà. Voilim voiloum. Et je crois que là-dedans, il y a Apple. Si jamais ça t'intéresse d'avoir l'information, si on a eu au premier trimestre beaucoup plus d'achats de téléphones et tout ça. Mais bon, je suis pas sûr que le fait de savoir s'il y a plus de téléphones qui ont été vendus, ça va te donner une indication du contexte économique général et du sentiment de confiance des consommateurs. Bref. Voilà. Voyons maintenant ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés avec, comme je le disais en introduction, une semaine qui m'a plutôt gonflé et que j'ai décidé de décomposer en 3 étapes. Épisode 1, logique. Les plans de trading que je t'ai annoncé d'ailleurs dans le dernier débrief hebdo, c'était tout simplement de privilégier les ventes sous des niveaux de résistance sur les indices. Niveau de résistance horizontale, bande de Bollinger supérieure en daily, retracement de 50% à peu près de tout le mouvement baissier qu'on a connu depuis le début de la crise. Le yen considéré comme une valeur refuge remonte. Je travaille donc à l'avant toutes les paires au yen, c'est-à-dire GBP yen, AUD-JPY, GBP-JPY et j'en passe, en partant du principe que les paires les plus faibles sont le GBP, l'AUD et le NZD, voire également même l'euro, et les paires les plus fortes, donc le yen valeur refuge plus le dollar américain. Nous avons également une consolidation du gold, comme je te le disais, avec une énorme mèche weekly qu'on avait eu la semaine passée. Et vu que je pars du principe que le dollar américain va commencer à remonter un petit peu, c'est une influence mécanique de repli sur les cours de l'or. Jusque-là, tout va bien. On met en place les plans de trading, les signaux randonnées horaires commencent à se déclencher. Passons à l'épisode numéro 2 que j'ai nommé le broutage. Nous avons des niveaux horizontaux horaires qui commencent à tenir d'ailleurs sur tous les indices, qu'on avait d'ailleurs identifiés ensemble depuis déjà maintenant 2 semaines. 4330 points sur le CAC, 10 200 points sur l'indice DAX, 23 000 sur le Dow Jones et 18 900 sur le Nikkei. Ces niveaux horaires sont testés et finalement pour le moment, tant qu'on ne passe pas en dessous, on n'a pas d'invalidation de la tendance horaire qui reste toujours haussière. Nous n'avons donc pas de signaux baissiers daily qui sont confirmés, malgré d'ailleurs toutes les clôtures, notamment en extrême qu'on a sur les indices et plus particulièrement ici sur le DAX. Clôture en extrême, ça veut tout simplement dire qu'on termine la séance au plus bas. Donc normalement, ça veut dire qu'on a un flux qui est plutôt en place et que le lendemain, il faut quand même s'attendre à ce que ça se poursuive. Les paires en yens finalement qui n'arrivent pas vraiment à accélérer, qui pour la plupart restent dans des ranges horizontaux en daily et les cours de l'or qui relancent lentement. Donc c'est la phase de broutage où va falloir attendre maintenant des confirmations, voire commencer à appuyer un peu plus sur le bouton, tu vois. 3e épisode, le soulage. C'est la fin de semaine, une fois qu'on a fait cette phase de stabilisation un petit peu partout relativement logique, on commence à relancer gentiment, que ce soit sur les indices, sur les paires en yens, sur le dollar. Tu te remets dedans, on a un petit gap baissier, attention à l'augmentation de la volatilité proche de ces zones qui sont testées maintenant depuis 2 semaines, les zones horaires dont je te parlais, reprise du yen, on a même l'euro-yen qui enfonce ses plus bas depuis maintenant 3 ans, il tient sa bande de Bollinger inférieure en daily, et fin de semaine magique, les indices américains terminent en fanfare, le Nasdaq est quasiment à 0% de performance depuis le début de la semaine, et sur tous les autres indices, on termine à moins 2% environ. Bref, 3e épisode, le soulage, c'est-à-dire qu'en fait, tous les plans qui ont commencé à être mis en place en début de semaine, tout à refaire pour la semaine prochaine. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont invalidés, mais ils n'ont pas été confirmés, et pour moi qui fais plutôt de l'intra-swing, c'est-à-dire je prends des positions sur des signaux en horaire, en mettant en application des plans que je mets en place en daily. Donc l'objectif, c'est de conserver la position plusieurs heures, voire même plusieurs jours, mais le but, c'est pas d'insister non plus si ça commence pas à vraiment se déclencher. Donc j'allège, je sécurise, je recommence, j'allège, je sécurise, je recommence. Et je terminerai en faisant 3 petits rappels très importants, notamment que l'analyse technique n'est pas prédictive. Ça te permet d'avoir des éléments techniques, que ce soit des niveaux de retracement, de volatilité, de flux qui se mettent en place, mais on peut pas anticiper, donc il faut pas non plus insister quand ça se déclenche pas vraiment. Tu ne peux pas t'adapter à tous les profils du moment. Après coup, fallait dire oui, il fallait privilégier du coup l'intraday ou le scalping, en partant du principe qu'on allait rester dans ces ranges, toujours facile après coup, mais il faut mettre son ego de côté. Tu peux pas être scalper, ranger, c'est-à-dire vendre en haut, acheter en bas, avoir tous les mouvements de marché, bref, être partout. Parce que c'est pas l'objectif
objectif de courir tous les lièvres et de se disperser. Faut l'accepter, le trading c'est pas un jeu à savoir qui va avoir raison et de prendre tous les mouvements ou faire mieux que son voisin. C'est d'être en phase avec le marché et en phase avec les plans de trading que tu as essayé de mettre en application. De choisir un sens, des signaux, des zones d'intervention et de t'y tenir. Les 3 clés principales qu'il ne faut pas oublier, l'humilité, la patience et la rigueur. Donc on lâche rien, enfin, en tout cas je lâche rien, hein. Peut-être que d'ailleurs ça s'est très bien passé pour toi. Et tant mieux, hein, notamment en intraday. C'est vrai qu'en live sur IVT, ça a été une semaine quand même particulièrement bénéfique parce que quand tu privilégies intraday, tes objectifs finalement sont pas très loin, sont sur des niveaux horaires. Et dans la mesure où on a eu des niveaux particulièrement bien définis en horaire, dès que tu vois que ça réagit sur des unités de temps court, tu dégages, tu repars de zéro et t'attends quelques heures avant qu'on revienne sur une zone horaire très importante. Et généralement, c'est vrai que lorsque t'as pas de volatilité comme ça, c'est un petit peu plus simple, notamment en intraday. Parce que du coup, tu t'obstines pas à te mettre contre un flux, vu qu'il y en a pas. C'est tout pour moi. Merci pour ton pouce. Merci à vous. Vous êtes bientôt 10 000 sur la chaîne. Donc ça fait plaisir. Content que ça vous plaise. En tout cas, j'espère. Et du coup, je vais vous dire au revoir à vous tous. Bientôt, bientôt. Le 11 mai, il a dit le monsieur. Le 11 mai, je suis pas sûr d'être forcément derrière les écrans, hein.